le long procès que Flamel intenta aux héritiers de sa femme, procès dont on parlait encore un demi-siècle après sa mort, ainsi que la forme longue de son testament, ont contribué à laisser croire que cet homme était très riche, alors qu'il était simplement un bourgeois aisé. Au Moyen Âge, Paris a connu son lot de mystères et de secrets entretenus au fil des siècles. Parmi eux, l'ère des alchimistes qui affirmaient pouvoir changer les métaux en or. Alors évidemment, le plus connu des alchimistes, c'est Nicolas Flamel. L'élément de fascination majeur, c'est l'idée que l'alchimiste, par son art, puisse égaler, voire surpasser la nature. Nicolas Flamel a-t-il trouvé le moyen de transformer le plomb en or ou en argent ? A-t-il découvert le secret de la vie éternelle ? Possédait-il des pouvoirs surnaturels ? Toute la lumière doit être faite sur cette affaire et les réponses sont ici, à Paris. Je m'appelle Jean-Marc Léry. J'ai passé ma vie à décrypter l'histoire de Paris, à en étudier les secrets, à parcourir le dédale de ses rues. Paris garde depuis des siècles des mystères. On classe souvent ses affaires dans le surnaturel, les mythes ou les légendes, les croyances populaires. Il n'en reste pas moins qu'il s'est passé des choses, qu'il y a des faits, des concordances, des témoins de bonne foi. Historiens, scientifiques, investigateurs divers et autres policiers n'ont pu les résoudre. Il est temps de vous livrer les hypothèses les plus plausibles et d'approcher au plus près de leur vérité. Voici Paris tel que vous ne l'avez encore jamais vu. C'était en 1988, un soir de décembre. J'étais alors directeur des archives et bibliothèques du Louvre et des musées nationaux. Un inconnu s'est présenté à mes services. Il affirmait détenir la pierre philosophale, le secret de l'alchimie. Depuis toujours, l'alchimie exerce une fascination sur les hommes. Elle promet deux pouvoirs extraordinaires: changer les métaux en or ou en argent et découvrir un élixir qui prolonge la vie. Si aujourd'hui Nicolas Flamel est le plus célèbre des alchimistes, ce n'est pas par hasard. Certains éléments troublants tendraient à penser que ce simple bourgeois parisien serait parvenu à acquérir fortune et immortalité. Ainsi, du jour au lendemain, Flamel s'est retrouvé sans raison apparente à la tête d'une fortune que l'on disait considérable. Plus étonnant encore, plusieurs personnes attestent l'avoir vu après sa mort. Depuis les rues aux alentours de la Tour Saint-Jacques, près du Châtelet, la trace de Flamel est ici à Paris. Il faut la suivre. Nicolas Flamel a-t-il trouvé le moyen de transformer le plomb en or ? A-t-il vraiment découvert le secret de la vie éternelle ? Pour démêler le vrai du faux, il nous faut revenir aux faits avérés, remonter le cours de la vie de Flamel, le faire ressurgir de la nuit des temps. Nicolas Flamel est au cœur de l'une des premières légendes de Paris. Il serait né entre 1330 et 1340, une période troublée,
Une époque de croyances étranges entre le bien et le mal et de secrets millénaires. Parmi eux, l'alchimie, un processus des plus mystérieux. Plusieurs étapes permettraient ainsi de transformer le plomb et d'autres métaux en or ou en argent. Il y a un certain nombre d'expressions dans l'alchimie qui sont plus ou moins synonymes, sans qu'on les ait vraiment bien éclaircies. Par exemple, on parle du grand œuvre. Le grand œuvre, ça désigne en fait le processus qui va amener à la fabrication de la pierre philosophale. La pierre philosophale étant, en principe, la substance qui permet de transformer les métaux en or. Les alchimistes cherchent à comprendre sur quelle base les métaux reposent, quelle est leur structure, comment est-ce qu'on peut les ramener à leur matière première, parce que si on peut ramener les métaux à leur matière première, ensuite on peut les recomposer de façon à parvenir à la composition de l'or. Ça suppose naturellement qu'on ait des connaissances très approfondies dans ces domaines-là. Probablement l'élément de fascination majeur, c'est l'idée que l'alchimiste, par son art, puisse égaler, voire surpasser la nature. Nicolas Flamel est-il parvenu à surpasser la nature? Que sait-on vraiment de cet homme qui a réellement existé? Flamel nous a laissé des indices. Ils sont à Paris, dans des musées ou des bibliothèques. L'enquête demande de remonter le fil de sa vie. Avec Flamel, c'est le Paris du Moyen-Âge qui s'ouvre à nous. Un Paris traversé par les différentes épidémies dont la peste, les guerres et les révolutions. Un Paris bruyant et malodorant qui lutte contre son insalubrité. Et un Paris animé dont le commerce se développe. À l'image du quartier central de Paris où se côtoient le plus grand marché, les Halles, et le plus grand cimetière, celui des Innocents. C'est donc aux alentours de la place Joachim du Bellay, qui abritait autrefois cet immense cimetière, que Nicolas Flamel débute sa carrière. Flamel est alors un écrivain copiste travaillant aussi bien pour la comptabilité et les inventaires des commerçants que pour la gestion des tutelles des mineurs, les actes de décès, les testaments, les documents pour les successions et les donations, et peut-être l'écriture de lettres d'amour. En 1360, Flamel s'installe près de l'église Saint-Jacques de la Boucherie, dont il ne subsiste aujourd'hui que la tour Saint-Jacques, construite plus tard, au XVe siècle. Les affaires de Flamel marchent sans doute bien. Sa boutique est située au centre de Paris, près du Châtelet, avec des officiers qui ont beaucoup d'actes à copier. L'imprimerie n'existe pas encore. Les officines des couvents ne suffisent plus aux besoins de livres. Les copistes ont donc largement de quoi vivre. À l'époque, Paris est en pleine transformation. Les marchands et les artisans qui s'installent ici ne sont plus exclusivement à la solde de la noblesse ou de prélats. Travailleurs indépendants, ils acquièrent un nouveau statut, celui de bourgeois de Paris. La cour, jusqu'alors très itinérante, s'installe à Paris et attire la noblesse. Paris devient une capitale. Une énorme administration se met en place. La Cour des comptes avec les finances, le Parlement avec la Cour de justice, le Châtelet reste le lieu de la police, les zones habitées par la bourgeoisie étant l'Hôtel de Ville, l'île de la Cité, le Louvre, le quartier du Châtelet. Les affaires sont florissantes pour Flamel, membre de la Corporation des libraires, parcheminiers, enlumineurs, écrivains
et lieur de livres. Flamel achète une maison au coin de la rue des Écrivains et de la rue de Marivaux, qui deviendra la rue Nicolas Flamel au XIXe siècle. À la Fleur de Lys, c'est l'enseigne que Flamel choisit de placer au-dessus de sa porte d'entrée. En 1370, il épouse une dénommée dame Pernelle. Elle a 20 ans de plus que lui, elle était déjà 2 fois veuve et avait dû hériter de ses 2 premiers époux. Il semble donc qu'elle possède une certaine fortune. Tous deux n'auront pas d'enfants et en 1372, ils se font mutuellement legs de leurs biens, excluant la sœur de Pernelle et sa famille. C'est alors que la vie de Flamel bascule. Voici la légende. Flamel aurait eu un rêve. Un ange lui prédit qu'il va faire fortune grâce à un manuscrit. Quelque temps plus tard, un inconnu vient le voir à son échoppe et lui propose le livre d'Abraham le Juif qui livrerait le secret de la transformation des métaux en or ou en argent. Pendant des années, Flamel n'arrive pas à déchiffrer le manuscrit, à en percer les secrets. Vers 1378, il part en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. La pratique était courante à l'époque. Il en revient 2 ans et demi après. Lors de son périple, il aurait rencontré un savant juif converti qui lui aurait fourni les clés d'interprétation du manuscrit. Le 25 avril 1382, Flamel et Pernelle transforment une demi-livre de plomb en argent. Flamel aurait réussi à décrypter les secrets du livre d'Abraham le Juif et de l'alchimie. Les premiers signes de la soi-disant fortune de Flamel apparaissent alors, comme par magie, du jour au lendemain. 1382, Flamel commence à faire des donations aux 9 confréries auxquelles il appartient, puis à 14 églises et hôpitaux. 1397, Dame Pernelle décède. Flamel gagne le procès contre la famille de son épouse et continue de verser de l'argent à des œuvres de charité. 1402, il fait reconstruire le portail de l'église Sainte-Geneviève en la Cité. 1407, il élève un tombeau pour Dame Pernelle au cimetière des Innocents, sur lequel il fait graver une épitaphe en verre. Il dresse une nouvelle arcade du Charnier, côté rue Saint-Denis. Tout cela coûte très cher. Personne ne sait d'où lui vient tout cet argent. Mais Flamel continue. Il construit des maisons destinées à loger gratuitement les pauvres. C'est le cas en 1407, au 51 rue de Montmorency. À cette adresse se trouve aujourd'hui une auberge. Cette maison, considérée comme l'une des plus anciennes de la capitale, est mondialement connue pour avoir été la maison de Nicolas Flamel. Mais il n'en est rien. Flamel n'y habitera jamais. Sur la façade, une inscription indique que le lieu devait servir à accueillir des ouvriers agricoles démunis venant à Paris. On prête également à Flamel d'avoir fondé d'autres foyers semblables et d'avoir investi dans d'autres biens. Flamel ne s'arrête d'investir qu'à sa mort en mars 1418. Sa pierre tombale se trouve aujourd'hui à Paris, au musée de Cluny, le musée national du Moyen-Âge. Elle attire des touristes venant du monde entier. Elle est devenue un objet de fascination. La pierre dite pierre tombale de Nicolas Flamel est un objet à la fois ordinaire et à la fois exceptionnel. On a une organisation de cette pierre qui est un petit rectangle, finalement c'est de dimension assez modeste, avec un registre supérieur
dans lequel se trouve au centre une figure du Christ bénissant et tenant un globe céleste. Et il est entouré des deux figures des saints auxquels vraisemblablement Nicolas Flamel voue un culte tout particulier, Saint Pierre et Saint Paul. Dans la partie inférieure, Nicolas Flamel lui-même est représenté sous forme d'un cadavre, dans une approche assez réaliste, c'est-à-dire sans détour. Il n'est pas magnifié, il est dans son état de cadavre. Et une petite phrase accompagne cette représentation. « De la terre suis venu et à la terre je retourne ». C'est, me semble-t-il, un des points essentiels de cette plaque qui montre tout l'intérêt de Nicolas Flamel pour cette philosophie. On sait que cette plaque avait été fixée sous une sculpture représentant la Vierge dans le chœur de Saint-Jacques de la Boucherie. En 1797, l'église est détruite et cette pierre est le seul élément de mobilier parvenu jusqu'à nous. La légende dit qu'elle aurait été retrouvée chez une marchande de légumes qui s'en servait pour plus ou moins découper les épinards. En tout cas, c'est ce que nous raconte cette légende. La légende de Nicolas Flamel prend encore plus d'ampleur après son décès. Aussi fou que cela puisse paraître, certains affirment en effet l'avoir vu bien des années après sa mort. S'il a réussi à transformer le plomb en or, aurait-il bu l'élixir d'immortalité ? Très vite, les rumeurs les plus folles circulent à ce sujet. Son cercueil serait vide. Il n'y aurait à l'intérieur qu'un morceau de bois. Son épouse, elle non plus, ne serait pas morte, mais partie en Suisse, où Flamel l'aurait rejointe plusieurs mois après son décès officiel. La légende de son immortalité fait le tour du monde et traverse les époques. Au début du XVIIe siècle, un inconnu se présente devant Louis XIII et Richelieu. Il aurait rencontré Flamel et dit porter son secret. Il affirme détenir le livre d'Abraham ainsi que de la poudre alchimique. En 1712, Paul Lucas, antiquaire du roi Louis XIV, rapporte que lors de l'un de ses voyages en Turquie, un derviche lui a affirmé avoir rencontré Flamel aux Indes 3 ans plus tôt. On voit Flamel chez l'ambassadeur de France en Turquie de 1747 à 1754. De même, on le voit en compagnie de Dame Pernelle à l'Opéra à Versailles en 1761. Plus de 350 ans après sa mort. Tout n'est ensuite que rumeur, ouï-dire, colportage, affabulation. Un tel qui rapporte ce qu'un tel aurait entendu de tel autre. On cherche Flamel dans des lieux qu'il aurait fréquentés. Des générations d'alchimistes vont d'ailleurs retourner la maison de Flamel pendant des siècles. En mai 1818, des prospectus déposés sur des tables de tavernes parisiennes annoncent le retour de Flamel. Il donnerait des cours d'alchimie au 22 de la rue de Cléry. La liste de ceux qui ont aperçu Flamel est interminable. Mais un autre épisode s'ajoute à la recherche de Flamel et de ses secrets. Peut-être le plus étonnant et le plus troublant. Cette piste nous fait voyager de Paris à travers la France. Le mystère de Nicolas Flamel y croise un autre mystère, celui du trésor de Rennes-le-Château. À la fin du XIXe siècle, la chanteuse d'opéra Emma Calvé est une star internationale. Elle s'intéresse aussi à l'occultisme et acquiert en 1894 le château de Cabrières dans le Rouergue, une ancienne province dans le sud-ouest de la France. C'est dans cet étrange castel, au lieu de l'occultisme et de l'ésotérisme régional, que serait caché le manuscrit d'Abraham détenu par Flamel. Aujourd'hui encore, on ignore comment ce manuscrit serait arrivé jusque-là.
À la même époque, à Rennes-le-Château, dans le département de l'Aude, le curé Béranger Saunière dispose soudain d'une fortune considérable sans qu'on puisse en connaître l'origine et se lance dans des travaux somptuaires pour son église. Le curé aurait donc été l'amant d'Emma Calvé. Il aurait eu en sa possession le manuscrit d'Abraham et aurait ainsi renouvelé le secret de Nicolas Flamel. Ce serait le secret de sa richesse soudaine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans leur quête de la pierre philosophale et du Saint Graal, les nazis se seraient même déplacés à Rennes-le-Château pour chercher la clé du mystère. La réalité, c'est que l'abbé Saunière n'a sans doute jamais rencontré Emma Calvé, morte d'ailleurs dans la pauvreté, et n'a jamais eu accès au souterrain de Cabrières. De même, l'abbé Saunière n'a pas récupéré le manuscrit d'Abraham, soi-disant possédé par Flamel, et qui délivre les secrets de l'alchimie. C'est un épisode de plus venu alimenter la légende autour de Nicolas Flamel. Alors, qu'en est-il ? Nicolas Flamel a-t-il réellement été alchimiste ? Alors évidemment, le plus connu des alchimistes, Nicolas Flamel, le pauvre, il n'a jamais fait d'alchimie. À un moment indéterminé dans cette période, quelqu'un va inventer toute une histoire, et c'est ce texte-là qui s'appellera le livre des figures hiéroglyphiques de Nicolas Flamel, qui va absolument lancer la légende telle que nous la connaissons aujourd'hui. Une autre étape déterminante dans le succès du mythe de Nicolas Flamel alchimiste, ça a été le moment où on a commencé à interpréter alchimiquement certaines des figures qu'il avait fait peindre sur l'une des arcades du cimetière des Innocents, parce que ça faisait partie des pratiques pieuses de son époque de faire bâtir des arcades et de les décorer selon la façon qu'on estimait la plus appropriée. Le premier mystère est levé. Nicolas Flamel n'a sans doute jamais approché, de près ou de loin, le monde de l'alchimie. Tous ses écrits sont des faux. On a construit une légende autour d'un simple bourgeois parisien. Reste la question de sa fortune, apparue presque du jour au lendemain. La réalité est bien plus prosaïque. Flamel avait très bien réussi comme écrivain copiste. Son mariage lui rapporta beaucoup. Dame Pernelle était riche de ses 2 premiers époux et laissa sans doute de l'argent à sa mort. En ce qui concerne les spéculations immobilières de Flamel, elles n'étaient pas si onéreuses qu'on a pu le dire. De même, ces donations n'étaient que des petites sommes laissées ici et là, qui ont donné une impression de fortune. Le long procès que Flamel intenta aux héritiers de sa femme, procès dont on parlait encore un demi-siècle après sa mort, ainsi que la forme longue de son testament, ont contribué à laisser croire que cet homme était très riche, alors qu'il était simplement un bourgeois aisé. On a dit aussi que Flamel avait profité de l'argent des Juifs chassés de Paris par Charles VI. C'est en fait une légende très tardive qui naît au début du XVIIe siècle. Là encore, tout a été amplifié, déformé, inventé. On aime le mystère à la fin du Moyen-Âge. Il était séduisant de croire qu'un pieux bourgeois ait pu être gagné par les forces du mal, de l'obscur et du monde alchimique. Aujourd'hui,
l'histoire de Nicolas Flamel se confond avec sa légende. Hélas, personne n'a jamais transformé le plomb en or, et certains cherchent encore le secret de l'immortalité. Mais il existe d'autres mystères de Paris. Les indices et les clés de ces énigmes sont à chercher dans des livres anciens, dans les bibliothèques de la capitale, dans les rues de Paris ou dans les sous-sols d'un bâtiment, parfois à la lumière d'une bougie ou au cœur de la nuit, en recoupant des documents, des archives, des témoignages. Paris ne nous a pas encore délivré tous ses secrets.